Bonsoir tout le monde. Donc voilà, à moi de commencer et de vous introduire au premier sujet. Donc je pense que ce sera pas mal placé de faire une petite introduction et de faire un petit rappel, surtout pour les personnes qui ne sont pas vraiment dans le service de gynéco. Et pour moi aussi. Donc, finalement, la prééclampsie et donc l'éclampsie dérivent d'un mot grec, comme la plupart des mots en médecine, éclampsis, qui veut dire éclair. Et ceci reflète finalement l'apparition soudaine de la symptomatologie. La prééclampsie est une maladie multisystémique, hétérogène, et qui affecte de 3 à 5% des grossesses dans le monde. Et c'est la première cause, en fait, de mortalité et morbidité périnatale et maternelle. Comment est-ce qu'on peut définir donc ce trouble? Eh ben, c'est un trouble caractérisé par l'apparition d'une nouvelle hypertension et d'une protéinurie qui apparaît à partir des 20 semaines de gestation. La définition a été quand même un petit peu changée dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir une prééclampsie aussi en absence de protéinurie, mais alors le diagnostic nécessite aussi la présence de signes de maladie systémique. Et donc, notamment, la présence d'une thrombocytopénie, d'une fonction rénale ou hépatique altérée, ou un édème pulmonaire. On peut classifier la prééclampsie selon l'âge gestationnel, en prééclampsie précoce, quand elle apparaît avant les 34 semaines de gestation. Et c'est la forme plus rare qui, effectivement, se manifeste dans le 12% de toutes les prééclampsies. Elle est caractérisée par des lésions plutôt étendues du placenta, tandis que la forme tardive, donc qui se présente à partir des 34 semaines, est la plus fréquente, c'est-à-dire 88% de toutes les prééclampsies. Et elle est caractérisée par des lésions minimales du placenta. Et les facteurs maternels sont effectivement très importants comme des facteurs de risque pour cette forme. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Quels sont ces facteurs de risque? Alors, il y a des facteurs génétiques. Il suffit donc de penser que à l'intérieur d'une famille, avoir une sœur ou avoir une maman qui a eu une grossesse avec une prééclampsie est un facteur de risque. Il y a des mécanismes immunologiques et donc les jeunes femmes qui sont à leur première grossesse sont plus à risque que les femmes qui ont déjà eu des grossesses. Et ceci s'explique par la soi-disant théorie de l'exposition limitée au sperme, et c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas eu le temps de manifester, de présenter une tolérance vers les alloantigènes paternels. Il y a aussi des facteurs physiologiques, l'obésité, l'âge extrême, donc évidemment trop jeune ou disons trop âgé, des gestations multifétales, la provenance, aussi l'origine, c'est-à-dire que les femmes, par exemple, africaines de l'Afrique subsaharienne sont plus à risque. Et finalement, il y a aussi des conditions préexistantes comme des pathologies comme le diabète, une hypertension chronique déjà existante, la syndrome antiphospholipides, la thrombophilie, etc. Le diagnostic, finalement, est compliqué. Comme première chose, parce que l'étiologie n'a pas été encore complètement clarifiée, parce que ce trouble a une présentation et une évolution clinique qui peut être variable. On a des formes atypiques. Et enfin, le diagnostic, les critères diagnostiques sont des critères qui apparaissent parfois tardivement et parfois ne sont pas présents. Comme on a dit tout à l'heure, la protéinurie peut être absente. Donc, quels sont finalement les défis quand on est face à cette pathologie? Eh bien, premièrement, celle d'identifier correctement et précocement les femmes qui sont à risque et donc d'organiser pour elles un follow-up qui soit adapté au niveau de risque. Prédire le risque de développer une prééclampsie quand on se trouve face à des formes atypiques, des cas plus difficiles, par exemple des femmes qui développent une prééclampsie en présence déjà d'une hypertension chronique.
Et enfin, pouvoir prédire le développement, disons, des issues, des mauvaises issues quand on a déjà un diagnostic. Il est important, évidemment, de comprendre un peu la physiopathologie pour pouvoir comprendre tout à fait ce trouble. Ce qui est frappant, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'un fœtus pour avoir le développement d'une prééclampsie. Effectivement, c'est le placenta qui est nécessaire, indispensable pour la prééclampsie. Et ceci est démontré par le fait, par exemple, que des femmes avec une molle idatiforme peuvent développer une prééclampsie. Et que finalement, le seul traitement efficace, c'est la délivrance du placenta. Donc, l'hypothèse centrale de la prééclampsie, c'est que ce désordre résulte en fait d'une ischémie du placenta, et en conséquence de cette ischémie, on a la libération dans la circulation maternelle de facteurs qui sont capables d'induire les manifestations cliniques. Donc, vous pouvez voir effectivement en détail ce qui se passe. Donc, alors à gauche, vous voyez l'anatomie d'une artère spiralée. Normale. Donc, vous voyez à droite ce qui se passe pendant une grossesse normale. Alors, ce qui est caractéristique, effectivement, c'est que les trophoblastes vont envahir le segment myométrial de l'artère spiralée. Et en plus, on a un remodélage de l'artère qui va devenir de calibre plus ample. On va avoir donc une augmentation du débit sanguin et on va voir donc une transformation littéralement de ces artères. Ce qui se passe par contre en prééclampsie, c'est qu'on n'a pas ce remodélage finalement. Et donc déjà, les trophoblastes ne vont pas envahir le myomètre et le calibre des artères va rester quand même assez il ne va pas, disons, être remodelé. Et donc, on aura finalement une ischémie qui va entraîner, donc, comme je disais tout à l'heure, une série la libération d'une série de facteurs dans la circulation maternelle. Ce qui est typique, c'est aussi l'absence, finalement, de l'équilibre entre les facteurs pro-angiogéniques et les facteurs anti-angiogéniques. Notamment, les facteurs plus importants sont les VEGF, le PLGF, qui sont des facteurs de croissance endothéliale, qui font partie de la famille des VEGF, et le SFLT1, qui est finalement un récepteur soluble et qui va lier le VEGF et le PLGF. Et donc, c'est un puissant antagoniste de ces deux facteurs. Donc, on a pu voir que le SFLT1 est augmenté dans le sérum des femmes. Dans le sérum des femmes en prééclampsie, que l'administration du SFLT1 chez les rats va générer des symptômes de prééclampsie et que les niveaux sériques du CFLT1 correspondent avec la sévérité de la pathologie et décline en fait après la résolution du problème. Donc, est-ce qu'on ne serait pas donc en phase de biomarqueurs pour la prééclampsie? On a une étude très importante de 2004 de Levine sur le New England Journal où il a démontré finalement que la concentration de CFLT1 par rapport à l'âge gestationnel va augmenter dans les femmes en prééclampsie par rapport évidemment au contrôle et que, chose très importante, cette augmentation va commencer déjà très précocement entre la 17e et la 20e semaine de gestation. Tandis que la concentration de PLGF, qui devrait normalement augmenter, n'augmente pas de la même façon dont augmente chez les femmes, chez les contrôles. Donc, on a une augmentation du SFLT1, une diminution du PLGF, et donc, ce qui est plus important
c'est le ratio entre ces deux facteurs qui a été démontré être beaucoup plus utile que la mesuration des facteurs singulièrement. Donc, voilà un tableau qui résume un petit peu deux études très importantes qui ont été faites. L'étude Prognosis et l'étude qui a été publiée sur Circulation, qui a été menée par la Art Association, l'American Art Association. Et ces deux études ont établi des seuils, des valeurs seuils, dont on se sert actuellement. Donc, le seuil de 38, et c'est des valeurs qui ont été calculées sur en utilisant des plateformes Roche. Et donc, le seuil de 38 est un seuil prédictif pour déterminer des patients qui sont à haut risque, donc supérieur à 38 à haut risque, et inférieur à 38, c'est des patients qui peuvent être suivis en ambulatoire. Et le seuil de 85 et 110, selon donc l'apparition précoce ou tardive de la prééclampsie, va être le seuil pour un diagnostic de prééclampsie. Et plus ce ratio est élevé, plus le pronostic est péjoratif. Quelles sont les performances donc de ce ratio? Est-ce qu'effectivement ça peut aider? Est-ce qu'effectivement ils sont fiables? Il est fiable? On a toute une série d'études, parmi lesquelles aussi une étude belge de l'Université de Liège. On a comparé les sensibilités, spécificités, valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives. On peut voir donc que la sensibilité va de 78% dans une étude chinoise jusqu'à 95%. La spécificité aussi est très bonne. La valeur prédictive positive n'est pas exceptionnelle, mais ça ne nous intéresse pas trop parce que finalement, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la valeur prédictive négative. Dans l'étude belge, on peut aller aussi un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a aussi une classification selon le début de la prééclampsie. Donc, quand la prééclampsie apparaît en phase précoce, donc avant les 34 semaines, on a une valeur prédictive négative de 95%, tandis que sur les femmes, par rapport aux femmes avec une prééclampsie tardive, la valeur prédictive négative est de 100%. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la prévention? Tout le monde sait effectivement que l'aspirine est utilisée en prévention et que des méta-analyses qui ont pris en considération plus de 30 000 femmes qui ont été traitées avec l'aspirine donnent des bons résultats. Mais il faut aussi souligner le fait que c'est un traitement qui doit être administré très précocement, donc entre la 10e et la 12e semaine de gestation, chose qui évidemment n'est pas possible quand on est devant à une prééclampsie tardive. Calcium, antioxydants, les héparines à bas poids moléculaire et enfin les statines qui ont démontré leur utilité et leur intérêt aussi, disons, récemment. On peut voir ici une review très récente parce qu'elle date de décembre 2020 où effectivement beaucoup d'études ont été analysées et finalement les auteurs concluent que l'utilisation des statines peut être bénéfique pour prévenir la prééclampsie et aussi dans le traitement. Et ceci serait lié à la capacité de statine d'inhiber la libération du SFLT1 et d'augmenter la disponibilité du VEGF. Donc, ceci m'amène à parler un petit peu de l'étude statine, dont notre laboratoire a pu apporter son travail. On a été concerné avec la gynécologie de Brugman. Il s'agit d'une étude qui est partie de l'Espagne et qui était organisée par l'Espagne et par le Royaume-Uni. La Belgique a participé, l'Italie, la Roumanie, évidemment, l'Espagne. Ce sont les Africains de l'extérieur qui investissent tous les jours dans la politique et qui permettent. Il s'agit d'une étude à double aveugle, randomisée, contrôlée, de phase 3, qui avait comme but celui d'examiner les effets prophylactiques de la pravastatine entre la 35e et la 37e semaine de gestation dans les femmes qui avaient évidemment un risque de prééclampsie.
Donc, les objectifs, parmi les objectifs de cette étude, évidemment, de déterminer les effets de la pravastatine sur l'incidence de la préclampsie, mais ce qui concerne le laboratoire, donc notre intérêt aussi de déterminer les effets de la pravastatine sur le ratio SFLT1-PLGF en première semaine et en troisième semaine après le début du traitement. Petite parenthèse, on a enrôlé presque 300 patientes, 290, et dont plus ou moins 90 patientes à risque. Nous n'avons pas encore les résultats, mais on les attend avec impatience. Donc, voilà que je m'apprête à terminer, mais je voudrais bien que vous rameniez, que vous reteniez en fait quelques petits commentaires. Nous savons maintenant que nombreuses études ont démontré l'utilité du ratio SFLT1-PLGF, évidemment en conjonction avec des autres évaluations médicales, obstétricales, etc. Ça peut aider la décision clinique, finalement, de hospitaliser ou bien de suivre de façon rapprochée ou bien de suivre de façon ambulatoire des patientes avec une suspicion de prééclampsie. Ça pourrait réduire effectivement des hospitalisations pas nécessaires, chose qui n'est pas quand même négligeable en ce contexte économique actuel. Ça permettrait de diminuer le stress et l'anxiété des patientes. Et ce qui est très frappant, je trouve, c'est qu'en Europe, finalement, il n'y a pas d'accord sur l'utilisation de ce test. Il n'y a que l'Allemagne qui a publié des guidelines qui ont pris en considération l'utilisation de ce test. La Suisse, la Corée du Sud ont introduit un remboursement pour la détermination de ce test. Le National Institute for Health du Royaume-Uni a recommandé l'utilisation de ce test, mais effectivement, il n'y a pas d'accord. Les autres pays vont suivre, on ne le sait pas. Ce qui est effectivement, ce serait donc intéressant et je pense important de évidencier, de restresser, de réévaluer l'utilisation de ce test, associé évidemment à des autres marqueurs qui sont déjà préconisés, et de donner donc aux cliniciens, parce que c'est ça le but, de donner aux cliniciens un outil additionnel qui puisse aider à prendre des décisions. Voilà. Si vous voulez approfondir le sujet, il y a évidemment une ample littérature. Je voulais juste terminer en remerciant le docteur Dragos Barglazan parce que ça a été mon référent pendant le stage de chimie et avec lequel on a testé une tonne de ratios sur le Cryptor. Et le professeur Fleur Wolf qui a vérifié que je ne dise pas de bêtises ce soir. Voilà.